on a annoncé que c'est une question-réponse. Vous pouvez poser vos questions au Rav Bochko par chat ou même après par micro, surtout par le chat. Pour le moment, on est plus de 130 personnes à vous écouter. Je vais commencer par une question peut-être un peu personnelle avant de rentrer dans la halakha. À Pessah, on sait que la chose la plus importante, c'est la soirée du Seder. Est-ce que dans toute cette soirée du Seder, il y a une chose qui est un peu plus importante, pas au niveau de la halakha, mais au niveau de la pensée, quelque chose à laquelle il faut penser, ou un morceau de la Haggadah qui est le plus primordial? Est-ce qu'on pourrait commencer par une idée comme ça, Rav Bevakasha? Bien, je crois que ça, c'est une réponse que celui qui pose la question doit la trouver lui-même et doit trouver lui-même sa réponse. Il n'y a pas de règle générale pour tout être humain. Quel est le texte qui va me parler? Quel est le texte que je vais ressentir? Alors, je renvoie la question au questionneur en lui disant, ben, c'est à vous de voir quel est le passage qui pour vous est le plus important. Pour certains, c'est les enfants qui posent des questions. Il y en a qui n'ont pas d'enfants à table. Alors pour d'autres, ce sera plutôt le fait que la Gada c'est lié avec les mitzvot. Il y a d'autres qui parlent beaucoup, qui vont Eretz Israël. Et à chacun, chaque personne a sa sensibilité. Et je ne pense pas que l'on puisse imposer un sentiment plus particulier pour tout le monde. Toda Rav, il y a quand même Shoshana qui nous pose sur quoi mettre l'accent pour les enfants de la Kita Aleph, Bet, Gimel. Est-ce que vous avez quand même un conseil à nous donner? Voilà, en fait, le plus important, c'est que c'est les enfants qui posent des questions. Alors, voilà, j'ai une petite fille qui va être… attends, il faut juste que je mette le téléphone en silence. Voilà. Alors, voilà, une petite fille qui va, elle me dit que l'année dernière, on a fait Pessah seul avec ma femme. C'était très bien aussi. Hein, voilà, Baruch Hashem, tout est bien. Et ben, il y a une petite fille qui va être chez moi au Seder. Ah, les grands-papas, Saba et Khanti, Arbe She'elot. Alors voilà, le plus important, c'est de préparer les enfants pour qu'ils puissent être acteurs. Afin qu'ils soient acteurs, eh bien, quitte à Aleph et Bet, ils peuvent déjà poser des questions, surtout ici en Israël. Les enfants sont bien avancés. Alors, je crois que le plus important, c'est de les préparer à ce qu'eux-mêmes disent des questions ou même disent des réponses ou donnent une explication. C'est-à-dire les faire participer, voilà le plus important. Rav, deux questions que j'ai moi-même au sein de mon foyer. J'ai deux petites filles. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des jouets? Est-ce qu'on doit vérifier les jouets? Parce que les enfants, ils mangent, ils se baladent dans la maison. Donc, est-ce qu'il faut vérifier tous les jouets des enfants et également les livres, que ce soit mes livres à moi, si j'ai ouvert mon livre à table et qu'il y avait du pain, ou les livres des enfants? Comment on fait pour Pessah, tout ça? Alors, vous savez, chaque famille a l'éducation qu'elle donne et pas chacun ressemble à l'autre. Alors, on va donner les principes. On se prête que les gens, ils ont des principes, et bien, ils vont appliquer selon la vie qu'ils ont chez eux. Est-ce que c'est une maison où les enfants mangent qu'à table ou bien c'est une maison où les enfants eh bien, sont plus libres et puis tournent un petit peu partout et peuvent manger dans toutes les pièces de la maison. Alors, l'important est de savoir deux choses. Premièrement, qu'on doit rechercher du chametz là où il risque d'en avoir. Là où il ne risque pas d'avoir du chametz, on n'a pas besoin de chercher. C'est ce que dit la Mishnah, Makom she'en machnisim bo chametz, en tsarir bedika. Alors, maintenant, deuxièmement, le chametz que l'on cherche. Qu'est-ce que l'on cherche? Eh bien, on cherche du chametz qui est mangeable. On ne cherche pas des miettes. Alors, les miettes, c'est bien de nettoyer la maison, qu'il n'y ait pas de miettes. Ça empêchera des fourmis de venir, et puis d'autres bestioles. Mais ça n'a rien à voir avec Pessah. Avec Pessah, c'est de faire attention qu'on n'a pas oublié un morceau de pain, qu'on n'a pas oublié un gâteau qui peut être mangeable. Alors, en fait, c'est plutôt Alors, c'est possible il faut jeter un coup d'œil dans l'armoire à jouets, mais ce n'est pas nécessaire de regarder s'il n'y a pas là-dedans
on n'a pas oublié, je ne sais pas, un gâteau, mais tout vider pour sortir des miettes, ça, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est une khoubra. Celui qui veut est bienvenu, non, mais ce n'est pas obligatoire. La même chose pour les livres. Maximum, ce qu'il peut y avoir dans un livre, c'est une miette. Une miette, ce n'est pas mangeable, et une miette, c'est pas mangeable, donc on n'est pas ouvert baliré, balimatsé, donc on n'a pas besoin de rechercher les miettes. Rechercher les miettes, c'est un travail très, très, très fatigant, et on risque de pas d'arriver à Pessah exténué et de ne pas pouvoir faire la fête comme il se doit. Alors, on doit chercher, en résumé, on doit chercher le chametz là où il y a des possibilités qu'il se trouve, et on doit chercher du vrai chametz, pas des miettes. Merci Rav. Encore une autre question un petit peu sur ce thème. Quand on a des enfants, on a des chaises qui sont faites parfois en bois ou en plastique, et les enfants justement mettent la nourriture sur le plat, sur la chaise. Ils n'ont pas d'assiette. Qu'est-ce qu'on fait par exemple si j'ai une chaise de bébé en bois ou une chaise de bébé en plastique? Est-ce que je peux l'utiliser pendant Pessah? Alors, si l'on met de la nourriture chaude sur ce plastique pendant l'année et qu'on met donc du chametz chaud, par exemple, on met des pâtes très bouillantes directement sur cet endroit-là, eh bien, on ne peut pas l'utiliser à Pessah sans le faire à Gala, cet endroit-là. Si à Pessah, on va aussi mettre de la nourriture chaude directement. Si ce que l'on met, ce n'est pas de la nourriture chaude et bouillante, c'est plutôt un morceau de pain ou des choses comme ça, alors il suffit de nettoyer. Pour le plastique et le bois, la Gala fonctionne? Tout à fait. Non, quelqu'un pose la question, seulement des questions d'Alaha. Non, on peut poser des questions et d'Alaha et de Marshava. Tout est. Voilà, Joël. Voilà. David, tu veux prendre la parole pour une autre question? Shalom Arav, on a plusieurs questions qu'on reçoit. Par rapport au fait que Pessah rentre Motzei Shabbat, comment on fait avec le Shabbat d'avant par rapport à la challah du Shabbat, par rapport aux casseroles et aux kelim qu'on a utilisés pendant Shabbat? Alors, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je vais vous donner la plus simple. La plus simple, c'est d'avoir que toute la vaisselle soit vaisselle de Pessah et de manger à Shabbat, de manger kasher le Pessah. Ah, il faut faire motzi. Eh bien, on fait motzi sur un morceau de pain sans que ça soit, sans salir les ustensiles. Avec une autre possibilité, c'est de manger de la matzah ashira. La matzah ashira, alors le problème qu'il y a, c'est que certains disent que la matzah ashira, on peut faire motzi que si on mange une grande quantité. Alors en fait, le Magen Avraham et l'Igrot Moshe disent que lorsque on fait un repas qui est basé sur ce qui s'appelle pataba mikisnid, on va dire aujourd'hui de matzah ashira, on peut faire motzi même si on mange une quantité normale. Et comme ça serait le seul pain qu'il y a ce Shabbat-là, eh bien, moi je considère que même ceux qui ne suivent pas cet avis toute l'année peuvent le suivre. Alors là, ça rend la chose très facile. Tout est kasher le Pessah et on mange de la matzah ashira. Et nos frères des Ashkenazim, il faut manger le deuxième repas de matzah ashira avant 10h30, je crois, à peu près l'heure qui est donnée, puisque les Ashkenazim ne mangent pas de matzah ashira pendant Pessah. Maintenant, il va en rester, et le reste, c'est pas grave. La matzah ashira, même pour nos frères des Ashkenazim, c'est pas du chametz. On le met de côté dans l'armoire et on terminera ça après Pessah si on aime. Voilà, c'est un petit peu de goût de gâteau. Voilà, voilà. Donc, deux possibilités, soit prendre une de challah et puis voilà. Maintenant, de cuire dans les casseroles chametz, ça va être un travail énorme. Motzei Shabbat, il va falloir nettoyer, ranger. Ouais, c'est trop compliqué. Donc, mon conseil, c'est que tout soit kasher le Pessah, sauf la petite challah qu'on va manger les 2 premiers repas. Ou bien, matzah ashira, c'est ce que je conseille, parce que en fait, voilà, on dit que dans le fait de manger matzah ashira, c'est un problème parce qu'il faudra manger beaucoup selon certains décisionnaires.
Mais en fait, avec la solution de manger du pain, il y a aussi un problème, puisqu'on ne va pas le manger à table, on va le manger de côté. Alors, a priori, ce n'est pas évident que ce motzi rende, yotze, tout ce qu'on mange. Donc, il n'y a aucune solution où il n'y a pas un problème. Donc, il faut toujours accepter de se baser sur des opinions qui nous permettent de vivre. Voilà. Alors, deux possibilités, manger une petite challah, une petite pita ou je ne sais pas, pour les 2 premiers repas avant 10h30. Deuxième autre solution, c'est de la matzah ashira. Une autre question qu'on nous pose, est-ce que la poudre de lait pour les bébés qui est kitniot, mais la famille ashkénaze ne mange pas de kitniot, est-ce qu'ils peuvent pour le bébé lui donner des kitniot? Oui, les bébés n'ont pas besoin de faire la khumra de kitniot. Ayons pitié de nos bébés qui puissent manger normalement. Les kitniot, c'est très clair, c'est pas du chametz. C'est un minag. Et là, par conséquent, les cholim, les malades, les personnes âgées, etc., on a le droit d'en consommer s'ils en ont besoin. Donc, un bébé, il a besoin, eh bien, on lui donne des kitniot. Moi, j'avais un enfant, lorsqu'il était petit, qui était allergique à plein de trucs. Et alors, on lui donnait, on a fait du riz pendant Pessah parce qu'il ne pouvait pas manger grand-chose d'autre toute l'année. Voilà. Rav, je rappelle à tout le monde qu'on attend vos questions ici maintenant sur le chat. Ça peut être des questions de halakha ou de pensée. Surtout, on a encore près de 40 minutes avec Laura Bochko. Et Rav, on veut vous poser la question justement à propos de Dayenu. Cette chanson qu'on chante Dayenu, elle a beaucoup de problématiques. Par exemple, on serait arrivé au Mont Sinaï, on n'aurait pas reçu la Torah. On aurait reçu la Torah, on ne serait pas allé en Israël. Quel est le sens, nous demande, de ce Dayenu qu'on va chanter le soir de Pessah? Bien, c'est une question très importante. La réponse est très simple. C'est de savoir apprécier chaque étape. Alors, imaginez-vous ceux qui étaient en Égypte et puis qui tout d'un coup sont sortis d'Égypte. Oui, extraordinaire. Après, quand on est arrivé en Eretz Israël, on se dit, ouais, la sortie d'Égypte, ça n'est pas arrivé en Eretz Israël, à quoi ça sert? Non. Alors, vous savez, c'est comme aujourd'hui, on a passé des étapes de délivrance depuis 100 ans. Alors, celui qui vivait, celui qui a vécu l'indépendance d'Israël, ou celui qui a vécu la déclaration Balfour, ouais, c'était un truc extraordinaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ça? Alors, la le texte la Gadé avait nous dire, eh bien, avec la déclaration Balfour, on s'est réjoui, on te remercie. Et puis ensuite, chaque étape, on remercie Hachem. Dayenu, c'est pas que ça nous suffit, qu'on veut pas plus. Dayenu, ça veut dire que ça suffit pour dire merci. Merci. Voilà. C'est valable de manger un peu plus au Shulchan horaire pour faire Seuda Revit. Je n'ai pas compris la question. Celui qui a un minag de manger Seuda Revit, comment il le fait ce Motzei Shabbat? Puisqu'il y a une grande Seuda, alors c'est très bien. Hein? Là, j'ai vu quelqu'un qui a posé la question, ça suffit du poisson pour Seuda Shlishit. Alors, pour les Sfardim, c'est bien de prendre la matzah ashira. Les Ashkenazim qui ne peuvent pas, eh bien, dit le Rama, ils vont manger du poisson, ils vont manger ce qu'ils ont envie. Il ne faut pas manger trop pour pouvoir laisser la place pour le seder. Il faut manger un petit Seuda Shlishit. J'avais une question très générale. Est-ce que le quinoa, c'est considéré comme du riz? Ah, oui. Alors, il y a deux questions là. Je vois une famille ashkénaze, peut-on manger du riz le vendredi soir, Erev Shabbat? Oui, on peut. C'est encore pas Pessah. On peut donc manger du riz et ça ne rendra pas la casserole interdite. C'est seulement un minag de ne pas manger de kitniot. Mais ce n'est pas du chametz. Donc, même si on a cuit le riz dans une casserole de Pessah, et parce qu'on a toute la vaisselle de Pessah, simplement, ce riz, on ne pourra pas le manger une fois passé les 10h30. Ça, c'est la première question. Deuxième question, le soya, vous m'avez posé la question? Le quinoa. Le quinoa. Alors voilà, le quinoa, alors je vais vous expliquer. Alors, il y a la notion des kitniot. Et pour nous, aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre l'interdit des kitniot. Parce qu'un jour, chez les Ashkenazim, la situation était différente. Il n'y a pas de source dans la Gemara, pas de source dans la Rambam pour cet interdit. C'est un minhag.
Et c'est un minag qui a des bonnes raisons à l'époque, il y a 800 ans, et ces raisons-là ne sont plus là. Alors, nous, aujourd'hui, on garde Kitniot par respect de nos anciens, pour ne pas changer le minag. Parce que chez les Ashkenazes, c'était vécu les Kitniot comme du Hametz. C'est comme ça qu'on a vécu. Alors, on ne peut pas changer ça. Par contre, toutes des choses, il y a un safek, machloket, c'est Kitniot ou pas. Alors, il y en a qui disent le quinoa, c'est quelque chose qui n'existait pas en Europe à l'époque, et par conséquent, c'est permis. Alors, j'ai fait une liste ici comment on appelle ça, des kitniot sur lesquels qui a un safek, et comme il y a un safek, on peut les manger. J'ai pris anis, botnim, ce sont des cacahuètes, garine et avatiach, des graines de avatiach, de pastèque, et garine et dalat, des graines de dalat, en français, de courge, garine et chamaniot, des graines de tournesol, kousbar, kurkum, Koutna, soya, fistouk, kimel, ketzar, quinoa. Voilà. Donc, quinoa, je dis dans ma liste. Café, souv, kemar tapouchi adama. Tout ça, on peut être mekel aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, on vit Ashkenaz et Sfarad tous mélangés. Alors, j'ai rapporté jeudi soir où j'ai fait un shiur aussi sur des questions-réponses. Non, le maïs, c'est kitniot. Voilà, j'ai une question, quelqu'un qui m'a posé la question la semaine dernière, une jeune fille qui se trouve en Israël sans sa famille, elle est ashkenaz, puis elle n'a pas où être Pessah. Et puis il y a une famille séfarade qui l'a invitée pour tout Pessah. Elle a posé la question, est-ce que je peux manger chez eux? Ils mangent des kitniot, des séfarades, ils mangent des kitniot. Alors j'ai dit, ça va, tu peux manger chez eux. Non? Parce que les kitniot, ce n'est pas du chametz. Et c'est marqué, par exemple, dans le Shulchan Aruch même, que quelqu'un qui est malade ou comme ça, il a le droit de manger des kitniot. Donc, lorsqu'on est chez quelqu'un d'autre, il y a d'ailleurs une halakha, que lorsqu'on va dans un endroit, un minag où c'est interdit, dans un endroit où minag c'est permis, alors on doit respecter son propre minag, mais pas devant les gens. Alors, comme ici c'est devant les gens, on est à la table, eh bien, elle va manger à la table avec les sfarad, ce qu'ils donnent, et puis la vie elle est belle, elle n'aura pas mangé du chametz, et puis elle pourra faire un beau Pessah avec des gens fantastiques qui l'ont gentiment invité. Arav, une autre question. Une femme séfarade mariée avec un mari ashkénaze qui va manger chez ses parents à Pessah, qui eux mangent kitniot. Alors le mari ne mange pas kitniot, mais est-ce qu'elle peut manger des kitniot avec sa famille? Ouais, là, moi je ne veux pas faire des histoires de couple, hein. Je ne veux pas rentrer. Si le mari n'est pas d'accord qu'elle mange des kitniot, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire moi Si le qu'elle a mari le est droit. d'accord, il n'y a pas de problème. Quoi? Si le mari est d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais voilà, il faut surtout garder les kitniot chez soi à la maison tant que les choses n'ont pas changé, n'ont pas été modifiées par les grands rabbinim. On respecte les kitniot lorsqu'on est chez soi. Voilà. Rav, une question plus générale qui nous est arrivée par chat tout à l'heure, et je vais vous la lire exactement. Ici. Voilà, on vous pose la question à propos de la Gdusha. Que signifie réellement la Gdusha? La plupart du temps, quand on parle de cela, cela ressemble à une sorte de force magique dont très peu de gens connaissent et ne comprennent réellement l'essence. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette notion de Kedusha? Alors, je vous dirai une explication que j'ai entendue de mon père, Zechat Tzadik Livracha. C'est marqué au début de Kedoshim, Parshat Kedoshim, vous serez saints. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Vous serez saints. C'est quoi être saint? L'explication de Rashi, Ramban, mais le pshat, c'est les mitzvot qui viennent après. Ishimo vaviv tirao, vous craindrez vos parents. Shabshotai tishmoru, vous garderez mes shabbats. Lot tignovu, vous ne volerez pas. Lot chachashu, vous n'irez pas. Lot shakru ishba mito, vous ne mentirez pas les uns aux autres. Ça, c'est la Kedusha d'Israël. La Kedusha d'Israël, c'est de vivre selon les mitzvot d'Hachem. Maintenant, le mot kadosh, Rashi explique, c'est de s'éloigner des relations interdites. Et puis le Ramban explique, c'est de respecter l'esprit de la halakha.
Par exemple, Shabbat, on peut jouer au football toute la journée, il y a plein d'interdits de jouer de football, mais finalement, ce n'est pas respecter l'esprit du Shabbat. Donc, on a fait Shabbat sans faire Shabbat. C'est ça que Doshim Tiyu, c'est de respecter l'esprit de la loi de la Torah. On nous pose une question à propos du kumkum. Est-ce qu'à partir de quel moment on va pouvoir rajouter de l'eau dans le kumkum, puisqu'on a Shabbat et puis après la fête? Alors, pendant Shabbat, c'est interdit de rajouter de l'eau dans le kumkum. Pendant Yom Tov, on peut rajouter de l'eau dans le kumkum, il n'y a pas de problème, parce que Yom Tov, le bichoul est permis. Okay. Une autre question à propos de l'allumage des bougies. Si une femme veut aller faire Mincha et Arvit, donc samedi soir, oui. À quel moment elle va allumer les bougies? Eh bien, elle va allumer les bougies après Arvit. Alors, elle peut allumer avant, avant le Kiddush. Et puis, alors, tout cas, c'est Ashkenaz, elle fera Shechianu. Et puis, Sfarad, peut-être qu'elle ne fera pas, puisqu'elle va se baser sur Shechianu, que va dire son mari. Et puis, si on allume les bougies après le Kiddush, même les Ashkenazim ne diront pas Shechianu. David, d'autres questions? Non, alors oui, j'ai d'autres questions, Arav. Alors, beaucoup de gens demandent, enfin, beaucoup de gens. On a reçu un cours d'un certain Rav qui expliquait qu'il faut aussi parler de la Géoula d'aujourd'hui, presque au plus que la Géoula d'Égypte, que la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que le Rav nous conseille? De quoi il faut plus parler, même s'il faut peut-être parler tout autant de tout? Oui, moi, je ne sais pas, je ne connais pas cette. Voilà, je ne vais pas contredire moi ce que quelqu'un d'autre dit. C'est sans aucun doute vrai qu'il faut ressentir la Goula d'aujourd'hui. C'est vrai, mais la fête de Pessah, c'est se rappeler de ce qui était en Égypte, c'est grâce à cette libération d'Égypte qu'on a notre libération d'aujourd'hui. Et maintenant, chacun, il fait selon son sentiment. Maintenant, voilà, ben. Très bonne idée. Le Rav dit qu'il faut parler de la Goula d'aujourd'hui. On va parler de la Goula d'aujourd'hui. Chez moi, on fait ça à Yom Ha'atzmaut, mais on peut. Voilà. Mais moi, je ne veux pas contredire quelqu'un. C'est très bien ce qu'il a dit. Voilà. Moi, je n'ai pas pensé à ça, mais c'est très bien. Enfin, quelque chose qu'on fait aussi souvent, parfois, c'est de savoir notre propre Goula. Comment est-ce qu'on est arrivé en Eretz Israël? Et comment est-ce qu'on est arrivé à la Torah? Voilà, et les Tchouva, ou comment on est arrivé. Ça, c'est très bien de prendre un petit moment pour se remémorer des miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait à nous-mêmes. Toda Arav, il y a une autre question. L'année dernière, à cause du corona, on a eu des intérims de garder du chametz chez soi, afin de vendre l'endroit où on gardait le chametz, au cas où il y a des pénuries, etc. Est-ce que cette année, alors qu'il y a encore le corona, est-ce qu'on peut encore garder du chametz chez soi et vendre l'armoire où il se trouve? Ah ben, la vente du chametz, c'est quelque chose qui est accepté dans la halakha, même s'il n'y a pas de corona. Alors, il y a certains qui sont marmirim, et je pense qu'ils font très bien de ne pas du tout garder du chametz de Pessah, mais celui qui veut se baser sur la vente du chametz, ben c'est très bien, même s'il n'y a pas de corona. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un produit cosmétique n'ayant pas la mention Kasher les Pessah, parce que ce n'est pas un produit israélien, peut être gardé pendant Pessah? Il peut être gardé et peut être utilisé, ce n'est pas du chametz. Il faut faire la différence entre c'est seulement la nourriture qui est chametz. Tout ce qui n'est pas de la nourriture, comme il n'y a pas besoin de Kasher le Pessah. Et si je ne passe pas Pessah chez moi, est-ce que je dois quand même nettoyer? On ne doit pas avoir de chametz chez soi. Voilà, on ne doit pas avoir de chametz chez soi. Ce qui est le plus important, c'est de vider l'armoire là où il y a du chametz. C'est-à-dire le nettoyage qui est nettoyer des miettes, ça, on peut s'en passer. Mais c'est sûr qu'il faut vider sa maison du chametz que l'on a vraiment pas. Voilà, des boîtes de gâteaux, de pâtes, voilà, toutes sortes de pains qui se conservent, tout ça, il ne faut pas garder. On a dans le congélateur, à moins qu'on ait vendu. Voilà. Alors, question arabe, je rigole parce que moi je suis ashkénaze. Est-ce que les ashkénazim peuvent utiliser la vaisselle séfarade?
Oui, 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 on peut utiliser. Tout est bien. Vous savez, on n'est pas deux peuples. C'est Alors, gentil. le fait qu'ils utilisent des kitniyot n'auront pas la vaisselle interdite. Tu vois, Raph, par rapport à la Bdikat Hametz cette année, est-ce que si on est dans un hôtel, on doit faire la Bdikat Hametz? Alors, il faut faire l'abdikat hametz chez soi le soir avant de partir. Dans l'hôtel, il n'y a pas d'abdikat hametz à faire. On n'a pas de hametz, on n'amène pas de hametz là-bas. Donc, le soir avant de partir, sans bracha. Donc, si on part vendredi, alors effectivement, on fera avec bracha l'abdikat hametz. Mais si on part avant, eh bien, on fera l'abdika le soir avant de partir, mais sans bracha. Ah ben, est-ce que vous avez une explication à propos de ces 4 enfants de la Haggadah qu'on connaît tous, le Chacham, le Racha, le Tam, les Chenouilles d'Elishol? Est-ce que vous avez un enseignement à ce On va dire passage? quelque chose. Le Chacham, le sage, quelle grande et belle question qu'il pose. Ma'edut achukim amishpatim asher tzivanu Hashem Elokeinu etchem. Alors il pose une belle question et qu'est-ce qu'on lui répond? Apata omer lo kilchot haPesach en maftirim achar haPesach afikoman. On ne mange pas de dessert après l'agneau pascal. Alors il a posé une grande question, on lui donne une toute petite réponse de ce qui est vraiment un tout petit détail. Alors, pour expliquer la réponse, on va donner 2 explications. L'explication la plus répandue, c'est de dire qu'on lui donne toutes les halachot, qu'on lui donne toutes les halachot de Pessah jusqu'à la dernière. On ne mange pas de dessert après l'agneau pascal. Et puis, deuxième explication, c'est quelque chose de plus profond. Il pose une question, Maïdou, Tachukim, Amishpatim. Il veut savoir beaucoup de choses. Eh bien, on lui dit, tu sais, ce soir-là, ce n'est pas une question intellectuelle. Ce soir-là, on doit vivre la sortie d'Égypte. On doit ressentir la sortie d'Égypte. Et il y a une halakha qui nous le dit, qu'on n'a pas le droit de manger un dessert après l'agneau pascal. Pourquoi? Pour garder le goût de l'agneau pascal dans la bouche. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le goût, c'est de ressentir, c'est de sentir les choses. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, après le Chacham, il y a le Racha. Le Racha, il a dit 2 choses pas sympathiques. Il a dit Ma avoda azot lachem. Il a dit avoda, c'est un travail, c'est une charge, vraiment, cette préparation de Pessah. Si on m'écoute, c'est un petit peu moins difficile, mais voilà, c'est avoda azot lachem, pour vous. Alors, il a dit 2 choses qui ne sont pas bien. Il a dit que les mitzvot, c'est une charge. Et il a dit pour vous et pas pour lui. Eh bien, quelle est la réponse qu'on lui donne? On lui donne une réponse très, très, très importante. Alors qu'il lui casse les dents, en fait, on lui fait une petite allusion. S'il était là-bas, il n'aurait pas été sorti. Mais on dit cette phrase-là. Toi, tu dis que c'est une charge. Pour nous, ce n'est pas une charge. Pour nous, non. C'est pour ça. C'est pas qu'on fait la fête du Seder parce qu'on est sorti d'Égypte, mais on est sorti d'Égypte pour qu'on puisse faire le Seder. Parce que pour nous, de faire les mitzvot, c'est pas une charge, mais c'est une joie. Mais ça, voilà. Et puis on lui dit, Lachem, attention, tu peux poser toutes les questions, mais il ne faut pas se séparer de la communauté. Il ne faut pas nous diviser. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de parler encore du Tam, où on lui dit, on lui dit, il faut être actif, il faut être fort dans son judaïsme. Et c'est de bien nous apprendre cet enseignement tellement important. Ce n'est pas marqué simplement que toi, tu vas lui donner un enseignement, mais tu vas lui ouvrir, tu vas lui pousser à ce que lui, bien qu'a priori, il n'est pas intéressé, tu vas pousser à l'intéresser, à l'ouvrir. Et c'est une question pédagogique tellement importante avec tous nos enfants qu'on doit faire l'effort, non seulement on n'a pas simplement de leur donner des connaissances, mais les ouvrir à la curiosité, à l'amour, à la recherche eux-mêmes de réponses, et de questions et de réponses. Merci Rav. On a une question de Robert qui nous dit il a quitté sa maison en France
sans faire Bdikat Hametz et il se trouve dans son domicile en Israël. Comment il fait la Bdikat Hametz s'il n'a pas pu la faire dans sa maison principale? Alors, s'il est sorti plus de 30 jours avant Pessah, alors il suffit de faire le bitoul. Si c'est moins de 30 jours et qu'il n'y a personne qui a vraiment du Hametz chez lui à la maison, alors il faut qu'il le vende. Hein, parce qu'il faut qu'il fasse Mechirat Hametz, parce qu'autrement, il y a un problème. Non, j'imagine qu'il n'a pas de Hametz. La question, c'est la Bdikat Hametz. Il a fait en Israël et c'est bon pour son autre domicile? Il a fait ici en Israël, là où il habite. Alors, il mange de Hametz en Israël, alors il fait de la Bdikat Hametz, là où il habite. Est-ce qu'il doit demander en France à quelqu'un d'aller dans son domicile et de faire Bdikat Hametz en plus pour lui? C'est-à-dire, s'il n'y a pas du vrai Hametz, ce n'est pas nécessaire. S'il y a du Hametz, oui, il faut ôter ce Hametz. Il faut ôter ce Hametz ou le vendre. Toda Rabba. Et David? Question de Myriam, des boîtes de champignons où cela n'est pas marqué Kasher les Pessah doit être vendu ou jeté? Alors, jeter certainement pas. Est-ce qu'on peut les utiliser à Pessah ou pas? Il faudrait voir quelle est la composition. Si c'est juste des champignons avec de l'eau et du sel, il n'y a pas de problème. On peut même les manger à Pessah. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas. Les choses industrielles, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Mais si on sait ce qu'il y a dedans, si c'est des champignons avec sans rien d'autre, eh bien, on a le droit de les consommer, même si ce n'est pas marqué Kasher le Pessah. Alors, vous avez dit jeter certainement pas. Est-ce que vous pouvez… on n'a pas le droit de jeter de la nourriture Hametz, même avant pour Pessah, non, c'est Hametz. Bien sûr qu'on a le droit de jeter, mais ce n'est pas Hametz, les champignons. C'est pour ça que les champignons, c'est Baltashrit. Mais le Hametz, on n'a pas le droit de l'avoir. Alors, il n'y a pas de Baltashrit. Il n'y a pas d'interdiction. Là, c'est important de parler de ce Baltashrit. Vous savez, la Torah nous a interdit de jeter des choses qui peuvent être utilisables. Alors, en fait, toutes ces recherches dans notre univers, où on fait beaucoup de dégâts, où on jette des bouteilles, etc., c'est sans aucun doute une mitzvah de mettre tous les emballages dans le mirzo. Comment on dit en français le mirzo? Le reconditionnement, le recyclage. Voilà, dans le recyclage, etc. Et puis d'utiliser les mêmes sacs en plastique chaque fois qu'on va dans le magasin pour pas faire un dégât. On ne doit pas nous a donné un univers magnifique et puis on est en train de le détruire. Donc, il faut faire le maximum pour le respecter. Donc, jeter de la nourriture lorsqu'elle peut être utilisée, non, ça, il ne faut pas. Ça, c'est Baltashrit. Voilà, donc… si on a peur, on le vend. Ce n'est pas du Hametz, mais voilà, il n'y a pas de problème. Il y a des associations qui récupèrent ce Hametz-là, pour ceux qui sont intéressés. Oui, c'est très, très bien. Grande mitzvah. Alors, est-ce qu'une fille a le droit de faire le jeûne des premiers-nés? Elle a le droit de jeûner, c'est l'envie. Maintenant, il n'y a pas d'obligation. L'obligation, il y a une opinion comme ça. Mais la halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est que les garçons. Voilà. Est-ce qu'elle peut revenir un petit peu Siyum Masechet pour éviter de jeûner? Comment? Elle demande si elle peut prendre part à un Siyum Masechet pour éviter de jeûner. Il n'y a pas besoin de jeûner. Maintenant, si elle veut un Siyum de Sechet, il y a peut-être quelqu'un qui l'organise en Zoom. Si vous avez besoin, vous me demandez, je ferai un Siyum de Sechet en Zoom pour des gens qui sont des premiers-nés et qui ont besoin. Je suis d'accord de faire, pas de problème. Alors, on a entendu que cette année, il n'y avait peut-être même pas besoin parce que comme le jeûne avait été avancé, alors il y en a certains qui disent… Il y a deux opinions dans le Shulchan Aruch. Il y en a qui disent qu'on n'a pas du tout besoin de jeûner, il y en a qui disent qu'on a besoin de jeûner quand même. Alors, voilà, donc il y a les deux opinions existent. A priori, on dit plutôt qu'il faut jeûner, mais dès qu'on ne peut pas, que c'est difficile, c'est beaucoup plus facile de l'annuler. Et puis, encore une fois, si vous avez besoin, Johan, qu'on organise la veille de Pessah un Siyum en Zoom pour des gens qui sont loin et qui auraient besoin, je peux vous le faire. Alors ça y est, c'est bon. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Une autre question par rapport à la Gada. Oui. Par rapport à la Gada, je reviens un petit peu à ma question du début. On a beaucoup de mitzvot
Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être les mitzvot qui sont les plus importants, les mitzvot d'Oraita qu'on va accomplir ce soir du Seder? Alors, les deux mitzvot les plus importantes, c'est la matzah et la Haggadah. Ce sont les deux mitzvot qui sont mina Torah. C'est de raconter la sortie d'Égypte, c'est la Haggadah, et puis de manger la matzah. Puis nous avons évidemment la mitzvah de Rabbanan de manger du maror, et puis toutes les autres coutumes. Elles sont toutes importantes. Hein. Je ne vais pas dire quelque chose qui n'est pas important. Les kiddush, c'est important. Les 4 coupes de vin, c'est important. Ce n'est pas d'Oraita. D'Oraita, il n'y a que 2 qui sont mina Torah, le matzah et raconter la sortie d'Égypte. Mais même ce qui est de Rabbanan, il faut le faire. Enfin, tout est important, tout est beau, tout est voilà. Il faut s'accouder, il faut tout est quelqu'un qui a du mal à manger autant de matzah, tout ce qu'il faut. Combien il faut exactement manger de matzah et quelqu'un qui a du mal, qui a des difficultés intestinales ou qui ne peut pas pour des raisons médicales. Voilà. Alors, ce qu'on doit, voilà, vous voyez ici, il y a une matzah. Une matzah générale. Alors, on doit manger un kezaït. Voilà le minimum de ce qu'on doit manger. En tout, en général, on en mange 4. On doit manger un kezaït. Combien c'est un kezaït? Un kezaït, c'est 27 millilitres. Alors, dans une matzah comme celle-ci, un kezaït, c'est un tiers de matzah. C'est parce que le poids volumique de la farine, il est à peu près un tiers. Il est 0,3 ou quelque chose comme ça, 3,4. Alors, entre un tiers et une demi-matzah, on a mangé le kezaït. C'est pas beaucoup et c'est tout à fait possible. Alors, en fait, il y a 4 kezaït qu'on doit manger la soirée du Seder. Et donc, le premier kezaït, il y en a 2 au début du Seder. C'est un pour la mitzvah de Yom Tov et l'autre pour la mitzvah de la matzah. Celui de la matzah doit être de la matzah shmura si possible. Et donc, et puis ensuite, pour le korech, le matzah avec le maror, et puis la matzah de la fikoman. Voilà les 4. Celui qui ne peut pas manger 4, il en mange 1. Voilà. Donc, le 1, c'est un tiers de matzah, entre un tiers et une demi-matzah comme celle-ci. On a accompli la mitzvah, ce n'est pas énorme. Et si on doit manger tous les 4, c'est une matzah et demi. Voilà. Combien il faut boire à Rav, on demande? Comment? Et combien il faut boire au minimum? רק רגע, אני אחזור אליך, אני בשיעור. Encore une fois la question, je n'ai pas entendu. On demande combien il faut boire au minimum ou au maximum. Voilà. Alors le maximum, il ne faut pas devenir... voilà. Vous avez ici un verre. Voilà. Est-ce qu'on voit le trait? Oui. À cette hauteur-là? C'est ça qu'il faut boire. Ça, c'est la majeure partie d'un revi'it. Bon? Pour le dernier verre, si on doit refaire bracha charona, il faut boire un verre, un revi'it entier. C'est jusque-là. Voilà. Voilà. Ou dans un petit truc comme ça, c'est 44 samak. Hein? C'est 44 cm3. C'est ça. Voilà. C'est pas, vraiment, c'est pas énorme. Donc, vous voyez, 4 fois ça. Attends, celui qui ne peut pas, parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Non, mais vous savez, si on fait ce qu'il faut, ce n'est pas beaucoup. Et est-ce qu'il faut préférer le vin au jus de raisin? Moi, je bois du jus de raisin. Parce que si je bois du vin, je m'endors. Alors, je ne fais plus les mitzvot. D'accord? Alors, on dit que le vin, c'est mieux. En tout cas, moi, je prends du jus de raisin. Là, je prends à Kiddush, toujours du jus de raisin. Et juste à Purim, comme on doit boire du vin, on doit avoir la lacha, c'est de boire un peu plus que d'habitude. Alors, je bois comme ça un petit peu de vin. Voilà, comme ça. Rav, est-ce que pour une femme, elle peut ne pas boire du vin? Est-ce que c'est bien pour une femme qu'elle boive du vin ou pas? Non, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes pour les mitzvot du Seder. Elle peut boire un petit peu de vin, il n'y a pas de problème. C'est de s'enivrer, il ne faut pas. Mais même les hommes aussi, il ne faut pas qu'ils s'enivrent. Hein. Il faut rester sobre. Est-ce que c'est forcément du vin rouge? Est-ce qu'on peut faire du vin blanc ou du rosé? On peut prendre certainement du rosé et du rouge. Et puis le blanc, s'il est meilleur, on peut le prendre aussi. Voilà. Il y a la défaut, s'ils sont de même, on les aime les deux la même chose, de prendre le rouge. Mais ce n'est pas une obligation. Une bonne question, Rav, de Igal Benichou, qui nous dit pourquoi on fait un jeûne pour se souvenir des premiers-nés.
alors qu'on est dans le mois de Nissan, on ne fait même pas Tachanoun. Pourquoi on a fait un jeûne justement pour se rappeler des premiers-nés? Alors, en fait, ce jeûne-là, c'est assez intéressant parce que ce jeûne-là, on n'a pas de source dans le Talmud de Babylone. La source de ce jeûne, d'ailleurs, elle n'est pas rapportée par Maïmonide. La source de ce jeûne, c'est Mesechet Sofrim. Et puis, il y en a qui disent que dans le Talmud de Jérusalem, dans d'autres Talmuds de Jérusalem, les versions que nous avons, nous, ça ne s'y trouve pas, mais dans d'autres versions, certains disent qu'il y a. Donc, il y a une source à cela, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de coulottes, comme ce n'est pas marqué dans la Gemara de Babylone, et on peut l'ôter avec un sioum. Maintenant, la raison de ce jeûne, c'est finalement de se rappeler un des événements les plus importants de la sortie d'Égypte, qui est Makat Bochorot, qui est la mort des premiers-nés, et les Juifs avaient aussi des premiers-nés, ils ne sont pas morts. Alors, Baruch Hashem, on se rappelle de ce miracle extraordinaire qui a été… voilà. Rav, il faut, selon certains, finir le Seder assez tôt et pas trop tard. Est-ce que vous voulez dire pourquoi? Est-ce que vous connaissez l'horaire cette année, ou en France ou en Israël, à l'heure où on devrait finir le Seder? Alors, je n'ai pas regardé les horaires, mais c'est à minuit, c'est Chatzot. Alors, la raison, c'est parce que la mitzvah du Korban Pessah était minatora de le manger jusqu'à Chatzot. Par conséquent, les mitzvot essentielles du Seder, comme la matzah et la gada et la matzah, il faut la manger avant Chatzot. Et si possible, aussi la manger la fikoma, donc terminer le repas avant Chatzot. C'est effectivement une mitzvah importante. Moi, je me rappelle chez mes parents, le Seder durait longtemps. Alors, on mangeait la matzah et le maror juste avant Chatzot. Tout d'un coup, il fallait faire vite pour manger avant Chatzot. Et dans le Shulchan Aruch, c'est quand même bien de terminer, pas le halé, ça, c'est pas nécessaire, mais au moins, si on peut terminer le repas plus la ficomane avant Chatzot, eh bien, c'est très bien. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui ils veulent parler de la Gada et tout ça. En tout cas, la matzah, il faut le faire avant Chatzot. Arav, l'année dernière, vous avez autorisé Zoom pour les personnes âgées qui sont seules chez eux, etc. Cette année, il y a encore un confinement en France et certains parents seuls en France aimeraient faire des Zooms pendant Yom Tov Pessah. Est-ce que c'est possible cette année aussi? Oui, il n'y a pas de différence entre cette année et l'année dernière. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas que mon autorisation de Zoom devienne une autorisation pour les gens de regarder la télé et puis les portables, etc. Ce n'est pas du tout l'idée. Alors, parce que l'utilisation de l'électricité, tout ça, c'est un interdit de Rabbanan, parce que voilà. Mais c'est un interdit petit et qui est levé pour des personnes qui sont considérées comme malades, des personnes âgées, des personnes seules, qui ne peuvent pas faire la mitzvah. Eh bien, c'est une… Voilà. Maintenant, si on a la possibilité que le petit-fils, il vienne avant Shabbat, et puis organiser pour que ça fonctionne sans qu'on ait besoin de toucher quoi que ce soit, c'est beaucoup mieux. Mais si ça ne marche pas, et ça ne marche pas toujours, alors on peut autoriser effectivement de toucher les boutons pour pouvoir voir sa famille et entendre les gens qui font le Seder et de pouvoir se sentir exister, pas oublier du monde. C'est une tragédie, les personnes seules qui doivent faire le Seder seules. Alors, voilà, donc je pense que c'est quelque chose de très, très, très difficile et je pense que pour le moral de ces personnes-là, c'est très important, c'est une grande mitzvah de pouvoir leur permettre de pouvoir faire le Seder. Il y a certains d'ailleurs qui, lorsqu'ils sont seuls, ils ne vont pas faire le Seder. Ils vont aller… Et voilà, ils vont boire faire kidouche, dire un petit peu d'agada, et puis ils vont aller au lit. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le moral. Voilà, ça, il ne faut pas. Donc, il faut utiliser ce éther. L'éther est basé, je vais l'expliquer rapidement, sur l'opinion du Rav Shlomo Zalman Auerbach, que je partage entièrement, que l'usage de l'électricité, si elle ne crée pas quelque chose, ben, l'usage de l'électricité, ce n'est pas une melacha Shabbat. Une melacha, c'est quelque chose, on crée quelque chose. Par exemple, dans quelque chose qui fait ouvrir une porte ou fermer une porte,
Eh bien, voilà. Alors, le téléphone, donc il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'en principe, dans le téléphone, il n'y a pas d'interdit, c'est l'utilisation de quelque chose et ce n'est pas la création de quelque chose. Voilà. Alors, comme il y en a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, on n'utilise pas ces éthers, sauf s'il y a un cas de nécessité. Maintenant, par exemple, cet éther est très important pour les gens qui voyagent et qui sont dans des hôtels, les Shabbat, tout électrique. Alors, il doit vous pouvoir ouvrir la porte et des gens qui ont les codes à la maison, ils ne peuvent pas sortir de la maison tout le Shabbat. Ou bien ce qu'ils font certains, c'est qu'ils cassent les portes et ça fait un très grand chilul Hashem. Donc tout ça, et dans ce cas-là, on utilise l'éther et puis on le fait avec un chinouille pour se rappeler qu'il ne faut le faire qu'en cas de nécessité. Un chinouille, c'est par exemple le faire avec le petit doigt ou comme ça. Voilà. Toda Rabba Rav, on va bientôt terminer. 2 dernières questions rapides à propos de l'alimentation à Pessah. On nous pose la question du maïs et poudre de maïs et également faire un petit point pour les médicaments. Quels médicaments ont besoin d'une mention Kasher et Pessah? Bon, la plupart des médicaments, 95 ou 98% des médicaments n'ont pas besoin de mention Kasher le Pessah. Pourquoi? En fait, j'ai écrit un article là-dessus dans mon livre, il y a 4 raisons. Le chametz, c'est en toute petite quantité, s'il y en a. Et puis, il est modifié, et puis, ce n'est pas de la nourriture, et c'est quelque chose qu'on avale. Pour toutes ces raisons, eh bien, on peut prendre les médicaments que l'on prend habituellement. Le problème, c'est seulement pour les sirops, il faut regarder s'ils sont sur une liste, parce que les sirops, ils ont du goût. Alors, si c'est fait avec du chametz, si c'est fait avec du chametz, c'est un problème. Voilà, et autrement, ce n'est pas de problème. Maintenant, les tosphèmes, les vitamines, etc., si ce n'est pas indispensable, eh bien, on s'en passe pendant 8 jours. Maintenant, si c'est indispensable, eh bien, on utilise l'éther que j'ai donné aussi. Alors, une question voilà. que je me pose. Maintenant, oui. Travailler à Chol HaMoed. Ah, ouais, Chol HaMoed. Eh bien, il faut Chol HaMoed, ouais, il n'y a plus beaucoup de temps. Voilà, à Chol HaMoed, alors les travaux sont interdits, sauf, alors il y a une grande liste de ce qui est permis. Si c'est nécessaire pour Yom Tov, si c'est quelque chose, il y a une perte d'argent, si c'est un travail qui est facile, comme allumer la lumière, qui ne demande pas un effort, si c'est pour une mitzvah, si c'est pour la nécessité collective, pour toutes ces raisons-là, eh bien, on a le droit de faire des melachot à Yom Tov. La poudre de maïs, oui ou non? Alors, pour les Ashkenazim, non. Pour les Sfardim, oui. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on est arrivé au bout de notre entretien et voilà, je souhaite à tous Pesach Kasher Sameach. Bonne santé à tous. Ici en Israël, Baruch Hashem, on est sorti du Corona. On souhaite que la France sorte aussi du Corona rapidement et que vous puissiez retourner à une vie normale. Et puis voilà. Kol Tov, que des bonnes choses à tous.